En RDC, la panique gagne les cœurs. Ebola a fait 10 morts. Pendant ce temps, les autorités sanitaires ont entamé des vérifications sur les causes des décès de 27 autres personnes pour déterminer si elles sont atteintes par le virus. Au Soudan, le parti du Congrès national, le parti au pouvoir, a désigné l'actuel chef de l'État Omar El-Béchi candidat à la présidentielle de 2020 pour un troisième mandat, un acte contraire aux lois électorales du pays. L'amnistie accordée par le président ivoirien Alassane Ouattara a été largement saluée par l'opposition parce qu'à la fin décembre, le président du Front populaire ivoirien a félicité le chef de l'État pour sa clairvoyance. Selon un nouveau bilan publié ce vendredi par le ministère de la Santé, la nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola a fait 10 morts dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités sanitaires congolaises ont également annoncé que les causes du décès de 27 autres personnes font l'objet de vérifications pour déterminer si elles ont été atteintes par le virus Ebola. La 10e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a été déclarée le 1er août dernier dans les environs de la ville de Beni, située dans l'est du pays. Une vaccination ciblée a débuté mercredi dans cette zone touchée et pendant ce temps, des dispositions ont été prises à Goma pour aider les responsables sanitaires locaux à mettre en place un plan au cas où Ebola atteindrait cette ville à la frontière du Rwanda. Une unité d'isolation transitoire a été mise en place à l'hôpital de Goma. Selon le ministère de la Santé, les agents de l'hygiène ont commencé à être déployés aux différents points d'entrée de la ville et ses habitants sont sensibilisés aux méthodes de prévention contre Ebola. Le collectif laïque de coordination CLC accepte de manière temporaire de surseoir à son programme d'action des 12, 13 et 14 août pour faire preuve de bonne foi et encourager le chef de l'État pour des élections crédibles, inclusives, apaisées, transparentes. Le président Kabila, qui ne pouvait pas, selon la Constitution, se présenter aux élections prévues le 23 décembre, a désigné jeudi un dauphin, une première dans l'histoire d'un pays qui n'a jamais connu d'alternance démocratique. Il s'agit de son ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari. Le CLC prévient qu'il refuse l'exclusion de certains acteurs aux élections, ainsi que l'utilisation d'une machine à voter non prévue par la loi et d'un fichier électoral corrompu par la présence de millions d'électeurs fictifs. Proche de l'Église catholique, le CLC avait organisé 3 marches sévèrement réprimées les 31 décembre, 21 janvier et 25 février. Bilan, une quinzaine de morts. Le CLC demandait au président Kabila de déclarer publiquement qu'il ne serait pas candidat. Peuple congolais, le combat pour la démocratie continue, a-t-il prévenu dans un communiqué. Pour rappel, le deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila a pris fin le 20 décembre 2016. Depuis cette date, le président tire sa légitimité d'un accord parrainé par la conférence épiscopale qui acceptait son maintien en échange d'élections au plus tard fin 2017, finalement reportées au 23 décembre prochain. Suite à sa nomination comme Premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed a tôt fait d'afficher ses ambitions réformatrices qui ont accru sa popularité. Pour des analystes, le rythme des changements pourrait exacerber de rivalités telles que celle entre Oromo et Gédéo. Toujours selon des analystes, la rapidité et l'ampleur des changements qui ont lieu en Éthiopie équivalent à une révolution. Ces réformes ont pour but notamment de mettre un terme aux vieilles rivalités ethniques qui opposent les Oromo et les Gédéo. Mais quelques semaines après son investiture, des violences ont éclaté entre les deux ethnies, poussant des centaines de milliers de membres de la minorité ethnique Gédéo à fuir devant leurs voisins Oromo venus les chasser brutalement de leurs fermes. Des semaines de violence entre Oromo et Gédéo, juste après l'investiture d'Abiy, ont provoqué le déplacement forcé de près de 1 million de personnes, créant une urgence humanitaire à laquelle les ONG ont eu du mal à répondre. Outre le conflit entre Oromo et Gédéo, d'autres affrontements intercommunautaires ont eu lieu ces dernières semaines dans la ville d'Assosa et la capitale de la région Somalie, Djidiga.
Simone Gbagbo, condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, a bénéficié, à l'instar de 800 autres personnes, d'une amnistie décrétée lundi par le président Ouattara afin de favoriser la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Mais elle reste poursuivie par la CPI qui a délivré contre elle un mandat d'arrêt en février 2012. En septembre, l'équipe de défense de Mme Simone Gbagbo engagera à la CPI une procédure pour annuler les poursuites contre elle, a déclaré Maître Rodrigue Dadje. Le mandat d'arrêt contre Mme Gbagbo est toujours en vigueur, a souligné la CPI dans un communiqué rappelant à la Côte d'Ivoire son obligation de remettre sans délai Mme Gbagbo à la Cour. Simone Gbagbo doit être arrêtée sur la base de ce mandat et transférée à la CPI pour y être poursuivie. Toute amnistie qui pourrait avoir été accordée n'a aucun impact sur les procédures devant la CPI, a poursuivi la Cour. Malgré le mandat de la CPI, le président ivoirien Alassane Ouattara avait affirmé en 2016 qu'il n'enverrait plus d'Ivoiriens à la CPI, estimant que son pays avait désormais une justice opérationnelle. L'ancien président Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé sont les deux Ivoiriens actuellement jugés par la CPI à La Haye pour des crimes contre l'humanité présumés lors de la crise de 2010-2011 qui a fait 3000 morts. Cette décision attendue par les Ivoiriens depuis plusieurs années nous réjouit au plus haut point. Et c'est d'ailleurs parce que cela a constitué toujours une préoccupation pour le Front populaire ivoirien que dès l'ouverture du dialogue politique avec le gouvernement, notre parti avait placé cette question au centre de ses préoccupations. La libération des prisonniers politiques, le dégel des comptes bancaires des pro-Gbagbo et le retour sécurisé des exilés. Pour le FPI et pour de nombreux observateurs, le maintien en prison d'Ivoiriens présumés proches du président Gbagbo et le harcèlement judiciaire qui les contraignait des milliers d'autres en exil constituaient des facteurs bloquants du processus de réconciliation nationale. En décidant de libérer les prisonniers politiques et en renonçant à poursuivre les exilés, le chef de l'État franchit le premier palier sur l'échelle de la réconciliation nationale. Le nouveau code électoral consacre la carte nationale d'identité et le passeport comme les seules pièces servant à l'inscription sur les listes électorales et au vote. Il exclut toutefois l'usage de la carte consulaire pour les Burkinabés de l'étranger. Une nouvelle disposition décriée par l'opposition qui y voit une exclusion et un recul démocratique par rapport à l'ancien code électoral. Ce dernier permettait l'usage de la carte consulaire largement utilisée par les 11 millions de Burkinabés de l'étranger. Le nouveau test électoral confine également les lieux de vote des électeurs burkinabés de l'étranger dans les ambassades et dans les consulats. Adopté en juillet par la majorité présidentielle, il est jugé par l'opposition parlementaire comme divisionniste et dangereux. Elle appelle donc ses militants et sympathisants à se tenir prêts pour la lutte engagée contre cette loi qui consacre, selon elle, le recul de la démocratie burkinabé. Le vote des Burkinabés vivant hors de leur pays représente un véritable enjeu puisqu'il représente 60% du nombre de Burkinabés vivant au Burkina qui est de 18 millions. À l'issue d'une réunion dans la nuit de jeudi à vendredi à Khartoum, le conseil consultatif du parti du Congrès national, le parti au pouvoir, a porté son choix sur le président Omar el-Béchir comme candidat à la présidentielle de 2020. Une information confirmée ce vendredi par l'agence de presse officielle soudanaise Souna.
Ce choix, qui vient ainsi ouvrir au chef de l'État la voie d'un troisième mandat, soulève cependant un certain nombre d'interrogations, puisque la constitution soudanaise ainsi que la charte du parti au pouvoir limitent à seulement 2 les mandats présidentiels pour une même personne. Ces tests devront donc être amendés si le chef de l'État se présente à nouveau pour être élu à la tête du pays. Déjà, le chef du conseil consultatif du parti au pouvoir a annoncé à la presse que des démarches nécessaires seront bientôt engagées pour lui permettre de se présenter à la présidentielle de 2020 sans donner davantage de précisions. Omar el-Béchir, faut-il le rappeler, a pris le pouvoir en 1989 après avoir chassé par un coup d'État Sadek al-Mahdi, le dernier premier ministre démocratiquement élu du Soudan. Accusé de proclamation illégale de résultats électoraux et violence sur la voie publique, Tendai Biti est sorti de prison après avoir été présenté à la justice zimbabwéenne. L'ancien ministre des Finances du gouvernement d'union nationale a bénéficié d'une libération sous caution assortie d'une interdiction de participer à des débats politiques ou des conférences de presse et d'une obligation de se présenter 2 fois par jour à la police. C'est dommage que dans la majorité de l'Afrique, nous ne respectons pas les standards internationaux de l'état de droit. Mais on a survécu. On va vivre un jour de plus pour se battre. Je suis content d'être à la maison et demain, nous allons soulever les questions constitutionnelles autour de ce qui m'est arrivé et pourquoi je suis ici aujourd'hui alors que je ne devrais pas l'être. Figure de l'opposition zimbabwéenne, Tendai Biti a été expulsé par les autorités zambiennes après une médiatique demande d'asile politique. Son parti, le Mouvement pour le changement démocratique MDC, va déposer un recours contre les résultats de la présidentielle du 30 juillet. Un scrutin remporté par le président sortant Emmerson Mnangagwa. La Cour constitutionnelle aura ensuite 14 jours pour trancher. Iván Duque est officiellement devenu le président de la Colombie. Il remplace ainsi Juan Manuel Santos, qui, à quelques heures de la prestation de serment de son successeur, en a surpris plus d'un en reconnaissant le statut d'État libre et indépendant de la Palestine. Le gouvernement du docteur Juan Manuel Santos a décidé de reconnaître la Palestine comme État libre, souverain et indépendant. En vertu de cela, et face à d'éventuelles omissions qui pourraient découler de la manière dont la décision du président sortant a été prise, le gouvernement va examiner attentivement les implications et agir conformément au droit international. Une décision saluée par les autorités palestiniennes. Cette décision du gouvernement colombien est très importante parce qu'elle vient d'un allié très proche d'Israël. Elle ne vient pas d'un pays arabe ou d'un pays musulman proche de la Palestine, mais du grand allié d'Israël en Amérique latine qui est la Colombie. Plus de 130 pays reconnaissent déjà l'État palestinien. Le conservateur Iván Duque a pris ses fonctions mardi à la tête de la Colombie. Il s'est dit déterminé à durcir la politique de son prédécesseur envers la guérilla et à asphyxier diplomatiquement le gouvernement de Nicolás Maduro au Venezuela voisin.